Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée, à l'ensemble des univers graphiques. On a une émission un peu particulière aujourd'hui, déjà avec un soleil et un panorama exceptionnel. Et Nicolas Hulot, bonjour. Bonjour. On va parler de votre bande dessinée, vous devenez un héros de papier. J'imagine que c'est plutôt pas mal, c'est un petit rêve de gosse, ça? Ça me fait vraiment drôle, mais je ne peux pas vous dissimuler que ça me fait quand même vachement plaisir. Probablement plus plaisir que des tas de choses, parce que honnêtement, je suis un fidèle lecteur de bande dessinée, mais c'en est presque pathologique, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une bande dessinée pour m'endormir. Et tout d'un coup, de me voir dans les petites cases, ça me fait tout drôle. C'est vachement sympa. Alors là, on est dans une grande case à Saint-Malo, sur une plage. Le panorama, je le disais, vraiment exceptionnel. On vous voit tout le temps au bout du monde, dans des contrées inaccessibles pour le commun des mortels pratiquement. Le fait d'être ici en France, c'est aussi un vrai plaisir pour vous? Vous savez, c'est un peu dommage qu'il ait fallu peut-être autant voyager pour se rendre compte qu'on a un aussi beau pays. Je ne dis pas ça par flagornerie, mais enfin, la France a une diversité de paysages, d'atmosphères, d'univers, de cultures, etc. Dans mes favoris, la Bretagne Nord et notamment la côte ici, que je connais par cœur parce que j'habite tout près d'ici, et qu'ici c'est un de mes terrains de jeu au sens que je suis un malade de kitesurf. Et ici c'est un des plus beaux spots de kitesurf en France. Voilà, mais la côte est magnifique et il y a ici ce phénomène que tout le monde connaît, mais dont on ne se lasse pas, c'est le phénomène des marais. C'est-à-dire que la nature est un tableau vivant en permanence, quoi. Alors Ushuaïa, c'est le nom évidemment de l'émission, de la fondation, de plein de choses. Ushuaïa, comment c'est né déjà le nom et cette grande aventure qui dure depuis maintenant des années? Alors c'est Coluche qui disait les seuls concours où j'ai toujours été premier, c'est les concours de circonstances. Je pourrais reprendre ça à mon compte. Dans les années 86 et 87, j'ai fait une expédition avec un copain au pôle Nord, comme tous ces désirs qu'on a un peu d'aventure quand on a cet âge-là. Et puis il se trouve qu'à l'époque, j'ai fait un petit film pour illustrer cette expédition. Et les gens avec qui j'étais en contact à cette époque-là sont rentrés dans la nouvelle équipe de TF1. Et ils m'ont proposé de faire un magazine d'aventure. J'étais convaincu que ça allait durer quelques semaines, qu'il y avait une erreur sur la personne. Voilà. Bon, enfin, je me suis dit, bon, s'ils sont prêts à me donner un peu de sous pour voyager, alors que jusqu'à présent, je faisais les fonds de tiroir pour assouvir mes rêves de voyage. Et puis ce qui devait être une opportunité de quelques semaines est devenu une vie. Et Ushuaïa, j'ai appelé l'émission à l'époque de ce nom-là parce que je ne voulais pas m'enfermer dans un terme générique, réducteur, parce qu'on est dans un immense espace de liberté. Et c'était le nom d'une petite ville, enfin c'est toujours le nom d'une petite ville qui est en terre de feu. C'est un nom indien, donc je voulais quand même connoter ça immédiatement pour donner une dimension spirituelle. Et en fait, c'est un symbole, parce que c'est la dernière ville au sud de l'Amérique. Et après, c'est l'Antarctique. Donc c'est un peu la croisée entre le bout du monde et un nouveau monde, quoi. Ce qui est formidable, c'est justement, ça va faire à peu près 25 ans que l'aventure continue, que vous avez à la fois cette relation particulière avec les téléspectateurs et cette relation particulière avec le monde qui vous entoure. Comment on le vit il y a 25 ans et aujourd'hui? C'est différent, les sensations, l'émotion qu'il y a? Alors, l'émotion que peut vous procurer les espaces, les rencontres, les animaux, les peuples, etc., elle ne cesse à la limite presque d'augmenter. Ce qui a changé évidemment, c'est le regard qu'on porte sur tout ça, parce que quand on a démarré il y a 25 ans presque, mon Dieu, il y avait une forme d'insouciance, de désinvolture, non pas de désinvolture, d'insouciance on va dire, parce qu'on pensait que la planète c'était un truc infini, inaltérable, que l'impact de l'homme était mesuré, que les choses étaient là pour l'éternité. Bon. Puis quand on voyage comme on a eu la chance de voyager avec Ushuaïa, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples que ça, que la planète est beaucoup plus petite que prévu, qu'elle est beaucoup plus fragile, que l'impact de l'homme est beaucoup plus grand et conjointement on se rend compte d'une chose qui a probablement été à l'origine de mon engagement, c'est que l'homme est en toile de fond immédiatement menacé par la dégradation de la planète. Voilà, donc ça d'un regard un peu léger, on a évidemment un regard un peu plus lourd, quoi. Voilà. Est-ce que dans tous ces voyages, il y a eu peut-être un déclic, une étincelle à double sens justement où vous vous êtes dit il faut que j'aille plus loin, il faut qu'au-delà du travail télévisuel, audiovisuel de cette émission, il faut que je m'engage parce que ce que je vois, c'est plus possible, il faut que je le dise, il faut que je l'explique. Alors c'est pas venu comme ça, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant ça suffit, c'est venu graduellement.
Parce qu'au fur et à mesure que vous voyagez avec autant d'intensité, rapidement vous vous rendez compte que les choses vont très vite, qu'il n'y a pas un endroit sur Terre, même éloigné des activités humaines, qui ne soit pas à un degré ou un autre altéré par nos activités ou les conséquences de nos activités. Et vous voyez surtout que les phénomènes s'emballent. Et surtout, tout ce que vous voyez dans les livres ou les articles, vous le voyez concrètement. Moi, quand je parle de la déforestation, je l'ai vu. Quand je parle de l'érosion de la biodiversité, je l'ai vu. Quand je parle de la perte des cultures, je l'ai vu. Voilà. Donc, au bout d'un moment, soit vous fermez et puis vous dites « bon, j'y peux rien », et puis vous occultez, soit vous décidez d'y aller. Et puis quand on met la main, on y met tout le corps parce que c'est un combat humaniste très complexe. Et puis en même temps, c'est le meilleur de payer sa dette parce que mine de rien, la nature vous donne tellement de plaisir qu'il faut bien en redevance lui payer de votre engagement, quoi. Comment se résigner quand on voit que le superflu des uns est sans limite alors que l'essentiel des autres n'est même pas satisfait? On ne doit rien admettre de tout cela, car c'est tout simplement inadmissible. Nicolas, on va se quitter quelques instants, on va continuer justement à parler d'Ushuaïa, notamment aussi avec la bande dessinée qui va sortir aux éditions Glénat. Nous aussi, on va vous faire parcourir le monde à notre façon, direction le Japon. Yumemakura Baku, c'est un écrivain très connu au Japon et ses écrits vont être adaptés en manga. Rencontre signée Nicolas Béard. Yumemakura Baku, c'est un peu le Isaac Asimov japonais. Un romancier multiprimé, un maître de la science-fiction qui ne recule devant rien, comme de confronter en plein Japon médiéval une invasion extraterrestre à un guerrier ronin. Le ronin n'est pas un samouraï. Un samouraï est au service d'un maître, d'un seigneur ou d'un roi. Le ronin, lui, est un samouraï qui n'a plus de maître. Cela signifie le guerrier errant. C'est un freelance, une sorte de mercenaire qui voyage et se bat pour ses idéaux. Le ronin peut défendre une cause, mais il n'appartient à aucune classe sociale. Il n'a pas de poste, de statut ou de responsabilité particulière. Le ronin est juste un bushi, un guerrier. Dans le roman, j'ai mis en scène un ronin comme rôle principal, car le ronin est libre. Il va et fait ce qu'il veut quand il le veut. Il peut donc lui arriver n'importe quoi. Quand on n'a pas de maître, on est libre de ses mouvements. On n'est soumis à personne. Lorsque l'on dépend d'un maître, on y est enchaîné, un peu comme les salariés japonais. Mais Genkuro n'est pas qu'un combattant solitaire. C'est un mystérieux et redoutable guerrier sans attache aux sombres origines. Pendant l'ère Sengoku, l'ère de la guerre au Japon, des missions catholiques sont venues d'Europe. Parmi l'une d'elles, il y avait un guerrier à la peau noire. Ce guerrier a combattu aux côtés d'Oda Nobunaga, un seigneur de la guerre et un grand stratège du XVIe siècle. Ce guerrier noir est resté et s'est marié à une japonaise. Ensemble, ils ont eu un fils, Genkuru. Son principal atout dans la guerre qui se prépare, une épée ayant appartenu à Alexandre le Grand en personne, une épée d'un matériau très particulier et aux puissantes vertus mystiques qui suscitent de nombreuses et d'hostiles convoitises. J'écris qu'à cette époque, une partie de l'univers tombait en ruine. Pour le sauver de la destruction, les extraterrestres ont donc envoyé cette épée sur la planète Terre. C'était il y a 10 000 ans. L'épée est composée d'oricalque, c'est un alliage métallique très mystérieux. J'écris que l'oricalque, c'est l'élément originel. C'est la mère de toutes les matières en quelque sorte. Mais c'est aussi un matériau qui peut se changer en d'autres matières et adopter d'autres propriétés. Il est donc extrêmement convoité, car cette matière ressent également les sentiments humains
et la volonté de celui qui l'utilise. なんとか宇宙を救うための物質に変換させようとしてるんですよ。L'adaptation du Sommet des Dieux, un autre roman de Yume Makura Baku, avait été primé au festival d'Angoulême en 2005. Le coréen Do-hye s'est chargé de l'épée de l'empereur, une réussite qui pousse à découvrir l'original. À la base, Ushuaïa, évidemment, c'est une émission, c'est de la télévision, c'est de l'image magnifique. C'était aussi fait pour faire rêver, découvrir le monde. C'était la promesse qu'on assumait. À quel moment on s'est dit, l'image est toujours aussi belle, mais justement, on peut parler d'un message où l'image n'est pas belle, justement. Je pense que si on reprend chronologiquement, il y a eu la première partie d'Ushuaïa qu'on appelle le magazine de l'extrême, 300 émissions. Même si sur la fin on commençait à se rendre compte qu'il y avait quand même une sensibilité, un début d'engagement, ce n'était pas sa vocation. Voilà. Puis après il y a eu Okavango, le magazine Ushuaïa Nature, et là il y a eu cette dimension clairement affichée. Même si ce n'est pas un magazine militant, même si ce n'est pas un magazine écologique au sens rigoureux du terme, c'est un magazine qui est engagé, c'est quand même un magazine qui porte un message. Preuve en est d'ailleurs, c'est que les gens qui ont évolué en même temps que nous, eh bien probablement que ce sont les mêmes après qui m'ont rejoint dans mon combat écologique. Alors, on dit souvent que Ushuaïa, l'émission, c'est une grande famille autour de vous, qui a des fidèles depuis le début. C'est une véritable histoire d'amitié, cette émission. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Quand vous pensez, là je rentre du Kamtchatka, à l'extrême est de la Russie, les gars, enfin les filles et les gars qui on est, on travaille avec eux depuis 24 ans. Ils sont les mêmes, donc on a une communauté de souvenirs, d'émotions, de peurs, de joie, de craintes, d'accidents, d'incidents. Donc on s'entend comme larrons en foire, parce que sinon si on va au bout du monde pour s'engueuler, c'est pas la peine. Et c'est vrai que c'est une famille très à part, et je pense qu'il y a peu de gens, et je dis ça sans aucune prétention, mais qui ont vécu autant de choses d'une manière aussi éclectique et universelle que nous. Alors on le voit au début de la bande dessinée, parfois le début d'une émission c'est 3-4 coups de téléphone. Salut, on va y aller, il faut qu'on aille au bout du monde, on y va, ça part? Oui, alors c'est un peu caricaturé parce qu'on ne part pas non plus la tête en l'air, on sait à peu près ce qu'on va faire. Mais même si on sait ce qu'on va faire, entre ce qu'on a préparé et ce qui va se passer sur le terrain, il y a toujours un monde. Et c'est truffé d'imprévus, de gags, d'anecdotes, de déconvenus. Et c'est pour ça qu'il y avait une matière absolument inépuisable pour faire une bande dessinée, parce que on est tous des lecteurs de bande dessinée, parce que ça c'est quand même l'âme d'enfant qui perdure. Et très souvent on se dit mais ça ressemble à un tournage Ushuaïa, souvent ça ressemble à un tournage de BD, contre notre volonté d'ailleurs, mais voilà, il se passe beaucoup de choses. Je ne parle même pas du nombre d'engins que j'ai cassés, du nombre d'animaux qui m'ont fait des surprises incroyables, plus les blagues qu'on se fait entre nous probablement pour décompresser. Voilà, tout ça, ça crée un univers de bande dessinée. La bande dessinée, on le disait au début de l'émission, c'est un véritable rêve de gosse. Lorsque on a été bercé toute son enfance par des héros, on a rêvé, on a voyagé, on s'est amusé et on devient soi-même un héros de bande dessinée. Vous allez faire rire des enfants, des ados, vous allez les faire rêver. C'est spécial quand même. Ouais, alors si ça marche, moi encore une fois là j'y suis pour rien parce que je n'interviens pas dans la BD, j'ai donné carte blanche. Si effectivement tout d'un coup des enfants découvrent même l'univers d'Ushuaïa, et puis peuvent même avoir un début de sensibilité sur tous ces sujets grâce à la BD, c'est le pur bonheur. Voilà. Maintenant, moi je réalise pas très bien quand je vois ça me fait vraiment drôle. Autant je me fiche de me voir en photo, etc. Enfin franchement tout ça me passe un peu au-dessus. Là ça me fait vraiment drôle de me voir en bande dessinée. À la limite ça me touche plus que n'importe quelle représentation que j'ai eue de moi dans les journaux, je ne sais quoi. Alors, les aventures, c'est un mélange à la fois de réalité et de l'émission, d'anecdotes. Et de fiction. Et de fiction. Bah oui, parce qu'il faut que ça reste une BD. On ne peut pas raconter, coller simplement au tournage, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une espèce de dramaturgie, qui est un petit... Voilà. Mais c'est un mélange des deux. Il y a des situations qui sont empreintes, véritablement. Les caractères des personnages de Ushuaïa sont vraiment presque à l'identique. En revanche, évidemment, vous verrez de temps en temps, là, je sais pas, à l'île de Pâques, on croise quelques monstres. Bon, à ce que je sache, pour l'instant, j'ai pas vu de monstres à l'île de Pâques. Mais voilà, ça, c'est le mélange subtil entre la fiction et la réalité.
vous est jamais arrivé au bout du monde de vous dire c'est un phénomène un peu étrange quand même ce qui nous arrive en ce moment? Il nous est arrivé des choses qui peuvent ressembler, franchement, il y a des fois où notre réalité a peut dépasser la fiction. Et donc, il y a des choses où les gens se diront non, mais ça c'est de la pure fiction, et en fait ça sera de la pure réalité. C'est pour ça qu'il faudra pouvoir distinguer l'un et l'autre. Parce que je sais pas, moi je me rappelle quand, dans des années un peu folles, j'ai voulu traverser l'Atlantique en ballon dirigeable à pédale, aventure qui ne s'est pas très bien terminée, en vrac au milieu de l'Atlantique. Tout ce qui s'est passé avant qu'on sombre, on vous le raconte, vous n'y croyez pas. Moi-même d'ailleurs j'ai du mal à y croire. On le fera en bande dessinée et ça sera extrait véritablement de ce qui s'est passé. Voilà. Mais encore une fois tout ça avec beaucoup d'humour, parce que l'idée là c'est quand même de garder, de mettre en exergue ce petit dénominateur commun de tous ceux qui font Ushuaïa, c'est le sens de la dérision et de l'autodérision. On est assez bon pour se foutre chacun de soi-même. Voilà. Dans cette bande dessinée, évidemment, on le disait, des personnages de l'équipe, de la fiction. Vous, quels étaient vos personnages, vos héros lorsque vous étiez gamin et même aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimez lire en bande dessinée? Alors moi, si on se cantonne à la bande dessinée, parce qu'il y a les héros d'enfance et de BD, puis après il y a les héros réels. Bon, voilà. Alors la bande dessinée, je risque un peu de vous désespérer parce que je lis les mêmes bandes dessinées depuis que je suis tout petit. Vous les relisez alors? Ah ouais, mais je les relis pour la 40e fois et c'est un objet indispensable pour m'endormir. Si je ne l'ai pas sous la main, je vais traîner dans une ville pour trouver une BD. Voilà. Je vais lire 10 pages et je m'endors. Et voilà. Alors il y a probablement un lien psychanalytique avec mon enfance. Je pense que quelqu'un serait mieux placé que moi pour expliquer. Alors moi, ça va de Bugdani à Ricochet, en passant par Lefranc, Benoît Brisefer, Spirou Fantasio. Voilà, c'est dans ce registre-là. Alors c'est surtout pas faire injure à la BD qui a quand même bien évolué, etc., etc. Mais je reconnais que je suis resté à quelques exceptions près, ancré dans ce registre-là. Est-ce que ça veut dire qu'au fin fond d'une hutte en Amazonie jusqu'aux steppes de Mongolie, parfois vous avez une bande dessinée dans la main? Je la planque parce que je ne vais pas dire que j'ai honte, mais je suis censé bosser. Et alors quand on lit une BD, on donne le sentiment qu'on ne bosse pas. Mais au moment où je m'endors, moi j'ai bien ça. Si je prends un livre sérieux, je ne m'endors pas. Je repars dans la gamberge. Tandis que là, je plonge directement dans un univers d'insouciance, d'enfance. Voilà. Et c'est probablement ce qui fait la transition entre le stress de la journée et la douceur de la nuit. Nicolas, on va se quitter encore quelques instants. On va partir une nouvelle fois dans le monde, notre monde à nous, celui de la bande dessinée, mais à l'international quand même. Charles Vess, peintre, illustrateur, il a aussi travaillé sur Sandman avec Neil Gaiman, exposé à la galerie Maguen chez nos copains à Paris dans le 6e arrondissement. On est allé évidemment à sa rencontre très belle. Entretien signé Nicolas Béard. Une nouvelle fois, à tout de suite. Tous les artistes ont leur domaine de prédilection. Pour Charles Vess, ce sont les légendes, les dragons, les sombres forêts et les elfes. Peintre, illustrateur de génie, acclamé, primé dans le monde entier, Charles Vess, enfant, ne se laissait pourtant pas bercer par les contes de fées, sachant déjà, peut-être, que plus tard, il les réinventerait. Je ne laissais pas ma mère me lire des contes de fées. On ne sait pas pourquoi. Mais dès que j'ai eu 6-7 ans, j'ai commencé à les aimer, à les lire, à les dessiner dans tous les sens. Surtout la nature, les arbres, les pierres et les châteaux. J'ai beaucoup de mal à dessiner les choses du monde contemporain. Je peux le faire, mais c'est une lutte de le faire. Dessiner des fusées par exemple, oula, je suis très nul en fusée. Avant de devenir conteur, Charles Vess a commencé par le comics à la fin des années 70, pour DC, Dark Horse ou pour Marvel. Déjà, il ne fait rien comme les autres, surtout lorsqu'il s'empare de Spider-Man. J'ai grandi en le lisant. Je l'aimais quand j'étais enfant. Au lycée, j'étais trop petit pour jouer au basket, du coup j'ai fait de la gymnastique, pensant que je pourrais devenir Spider-Man. Et quand je suis allé à New York, je me suis dit que ça devait être trop cool de survoler tous ces gratte-ciels, toutes ces belles statues surplombant la ville. Je l'ai envoyé en Écosse parce que je voulais l'arracher à New York et le mettre quelque part où il ne pouvait se balancer loin des méchants. De l'expérience comics, Charles Vess conserve certaines amitiés.
Celle qu'il entretient avec Neil Gaiman, l'auteur de Sandman, poussera les deux artistes à plusieurs collaborations très fructueuses, à commencer par Stardust, un roman graphique époustouflant. Ou plus récemment avec l'univers de Jeff Smith, qu'il se réapproprie pour un préquel à la série Bone. À 2 heures de là où il vit, il y a un parc appelé la Grotte des Vieillards, où les natifs américains s'abritaient de l'hiver. Et c'est là où se passent les aventures de Bone. On marchait à travers ce paysage entouré d'arbres et de cascades. C'était magnifique. Je lui ai demandé quelle est la trame de fond de Bone. Alors il m'a raconté l'histoire, longuement. Et à la fin, je lui ai demandé « Est-ce que tu vas dessiner ça ?» Il m'a dit non, jamais. Alors je lui ai dit « Est-ce que je peux le faire ?» Et c'est comme ça que Rose a commencé. Sous sa plume, les contes de fées deviennent accessibles aux parents. Moins enfantins, les mythes reprennent leur sens originel, leurs différents degrés de lecture. En fait, ce n'est pas vraiment pour les enfants. Ce que les contes de fées nous racontent, ce n'est pas que les dragons existent. Tous les enfants savent que les dragons existent. Mais ils nous apprennent comment vaincre les dragons, comment aller dans les sombres bois de la vie et devenir le héros de votre propre mythologie. La plupart des contes de fées ont été édulcorés d'abord à l'époque victorienne en Angleterre. On en a fait des livres pour enfants, en enlevant les leçons qu'on pouvait en tirer. Donc c'est très important de reprendre et d'étudier les premières façons de raconter les contes de fées. That change will begin with you. Je croyais à l'abondance. Et pour finir, je découvre la rareté. Je ne suis pas né écologiste, je le suis devenu. Votre vie aujourd'hui d'homme dans ce monde local, global, est-ce que c'est une vie d'aventurier que vous rêviez, on le disait, quand vous étiez gamin par exemple, parcourir le monde? Mes rêves d'enfant étaient beaucoup plus petits que la vie que j'ai eue. J'ai eu une chance de ce point de vue-là, j'ai pas eu de la chance sur tout, mais de ce point de vue-là, une chance incroyable. Je pense que ce qu'on a vécu notamment avec Ushuaïa est insoupçonnable en termes d'intensité, de variété. Voilà. On a été à un moment très particulier, c'est là qu'on a eu probablement de la chance. Au moment où d'abord la télévision avait la possibilité de donner à des gens des moyens de faire ça, à un moment où tout ce qu'on a vu en termes culturels, naturels, était en voie de disparition, donc on a vu des cultures, on a vu des écosystèmes, etc. On a fait un inventaire des beautés du monde probablement assez unique. Pouvoir aller, je ne sais pas moi, dormir comme j'étais la semaine dernière, une semaine sous une yourte avec des éleveurs de rennes, ou aller nager au milieu d'une famille de baleines en Antarctique, ou avec les narvals. Qui m'aurait pu me dire que c'est ce que j'allais faire, voilà. Et ça, on a vraiment conscience qu'on a eu une chance incroyable. Et ça aussi, ça crée quand même une sorte de dette, quoi. De dette d'abord vis-à-vis des gens qui n'ont pas la chance de ça, vis-à-vis des gens qui nous ont donné des moyens pour faire ça, puis vis-à-vis de cette nature qui, mine de rien, est quand même bien secouée, quoi. À aucun moment, vous êtes devenu imperméable à l'émotion et à ce que vous voyez au bout du monde? Non, ça c'est impossible. Au contraire, je pense que la sensibilité, elle s'atrophie si vous ne l'exercez pas, si vous ne l'exposez pas. Et au contraire, l'œil s'est beaucoup instruit. Il y a des choses que je ne voyais pas avant. Maintenant, moi, je suis capable, sur un petit organisme vivant, dans une mare ici, à l'Estrande, pendant une demi-heure avec mon fils, d'être émerveillé devant quelque chose. Non, je crois que le seuil, justement, de sensibilité, il est plutôt... il a baissé. Avant, peut-être que pour beaucoup, il faut des grands spectacles, etc. Une baleine va m'émerveiller, mais le travail d'un insecte ou la manière dont une petite plante arrive à percer le bitume m'émerveille tout autant. Je vais finir cette émission, Nicolas Leloup, avec la Fondation. La Fondation, elle en est où aujourd'hui?
Et est-ce que vous n'avez pas été quand même un peu découragé, par exemple, par Copenhague, par tout ce qu'on voit encore et encore, ce qu'on a vu en Louisiane, ce qu'on voit même près d'ici, où on est obligé d'aller rechercher des bateaux chimiques qui sont à l'abandon, il faut les ramener à Brest. Est-ce que tout ça, vous ne dites pas à un moment, c'est un combat presque impossible? Alors c'est un combat presque impossible, ça c'est clair, parce que c'est un combat complexe, c'est un combat qui est surtout contre une espèce d'inertie culturelle et le fait que la société a toujours plus urgent à prendre en charge, mais elle l'a pour des raisons valables. Hein. Je veux dire, je peux comprendre que, notamment dans une société où les crises se multiplient, quand les gens qui ont des problèmes de fin de mois, les gens qui ont des problèmes d'emploi, les gens qui ne savent pas à quoi va ressembler l'avenir de leurs enfants, aient du mal à prendre en compte ça. Puis quant aux politiques, on est dans un monde qui va tellement vite que la mutation qu'on leur demande est tellement complexe, donc j'ai beaucoup d'indulgence pour ça. Mais en même temps, c'est vrai, quand je vois l'accélération des phénomènes, la répétitivité des crises, etc., souvent, garder l'espoir devient un acte de bravoure. Ça, c'est très clair. Maintenant, cette année, j'ai pris un petit peu de recul et je me suis dit, de toute façon, j'y peux rien. Donc moi, je continue à faire ce que je peux avec ce que j'ai. Peu importe le résultat, c'est pas moi de toute façon qui en suis détenteur. Donc je vais changer un peu ma propre philosophie. Vous savez, quelqu'un disait, un pessimiste, c'est un imbécile triste et un optimiste, c'est un imbécile heureux. Et bien, je vais peut-être devenir le second, quoi. Voilà. Un imbécile heureux. Mais est-ce que cette révolte qui vous a animé, notamment en 2007, et c'était essentiel... Non, mais elle est toujours là. Elle est toujours là, bien c'est-à-dire entendu. 2012... Sauf que je veux la canaliser, je ne veux pas m'abîmer, parce que ça ne sert à rien. Si on veut... proposer le changement, il faut aussi soi-même qu'on le représente un peu. Si on a une mine de catastrophistes, ça ne va pas. Encore une fois, je suis très lucide, mais maintenant je vais plutôt être dans la construction, etc. Le constat, je crois que la société globalement l'a fait, on y a participé. Maintenant, nous, on va rentrer dans la proposition. Qu'on soit ou pas reçu, moi je martèle. J'ai fait un film l'année dernière qui s'appelle Sang du Titanic. Il a été très mal reçu, je m'en fiche. Les fondamentaux, je continuerai à les défendre. Que ça soit ou pas compris. Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin, mais je le ferai avec le sourire. Je suis un enfant aussi, moi, de cette société de consommation. Je dois avancer pas à pas vers plus de cohérence. Jusqu'où suis-je prêt vraiment à aller dans le choix, dans le renoncement? Ma dernière question, pour faire un peu rêver, est-ce qu'il y a un pays, un endroit dans le monde où vous n'êtes jamais allé, vous dites il faut que j'y aille absolument? Alors il y a l'Antarctique, j'ai été dans la péninsule antarctique, celle qui est facilement accessible depuis Ushuaïa. De l'autre côté, où il faut y aller depuis la Nouvelle-Zélande, on a eu 3 projets qui sont tombés à l'eau. Il y a 2 pays où j'aimerais aller, mais qui sont géopolitiquement un peu compliqués, mais on finira par y aller, enfin même on va dire 3. L'Iran, parce que sur un plan culturel, c'est très fort. Le Pakistan, un peu tendu, et l'Afghanistan, particulièrement tendu. Mais on y a des projets tout près. Dès que je l'espère, la situation se calmera un peu. Bon, merci en tout cas. On vous retrouve sur le papier, héros de papier maintenant, Nicolas Hulot, et vous resterez dans les bibliothèques. Ça, c'est formidable en plus. Merci à vous. Des enfants surtout. Voilà, à côté de Spirou, Gaston, etc. C'est plutôt pas mal. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Les rendez-vous incontournables d'un monde de bulles, c'est le site unmondedebulle.com pour les VOD, pour toutes les infos sur l'émission, les coulisses. publicsena.fr si vous voulez retrouver aussi les podcasts, évidemment. Et tous les jeudis matins, ma chronique coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao et à la semaine prochaine. Le plus dur, c'était la barrière dans la tête. Est-ce que moi, Aziz, 23 ans, Valfouré, j'étais capable de passer à l'acte? Une société ne peut pas se construire sur ce qu'elle n'est plus. C'est vrai que c'est la fierté de se dire qu'on a été un peu plus loin que nos parents qui n'ont pas forcément eu la chance d'aller aussi loin que nous, par exemple. C'est un phénomène général, cette réussite sociale. La question, elle n'est pas de savoir si la discrimination, elle existe. Elle existe.